Tandem TV, bonsoir. Merci à vous de nous retrouver pour un nouveau coup de cœur littéraire. Bonsoir Isabelle. Salut Aurore. Ce soir Isabelle, nous avons la chance et le plaisir de recevoir Thierry Cohen. Bonsoir Thierry. Bonsoir. Merci Bonsoir. beaucoup de nous accorder de votre temps. Avec plaisir. Merci de nous permettre et de permettre à nos téléspectateurs de revenir sur vos livres et pour certains d'entre eux les découvrir. Et on va d'ailleurs aussi en profiter pour vous découvrir en tant qu'auteur évidemment, mais aussi découvrir un peu l'homme qui se cache derrière l'auteur. Alors, Je suis prêt. Thierry, ravi aussi de vous recevoir ce soir. Alors, bien sûr, on veut vous connaître un peu mieux. Thierry, vous naissez au Maroc, précisément à Casablanca, en 1962. D'ailleurs, je crois que c'était votre anniversaire il y a quelques jours. Donc Il y a 2 jours, oui. Donc voilà, bon anniversaire Thierry. Et donc, vous arrivez, comme beaucoup de Juifs marocains, en France. Et nous, on aimerait bien savoir, alors, à quel âge vous arrivez en France? Et puis, racontez-nous un peu votre parcours. Alors, j'arrive à 2 ans, donc je n'ai pas de souvenir du Ah oui, très Maroc. jeune. Oui, très jeune. J'arrive à 2 ans, mes parents s'installent à Lyon, à Villeurbanne plus précisément, où je vis toujours depuis. Voilà, j'ai grandi à Villeurbanne, j'ai fait mes études à Villeurbanne, puis ensuite à Paris. Et je vis toujours pas très loin du quartier où nous sommes arrivés il y a maintenant beaucoup d'années. Alors donc, je crois que vous avez commencé par des études donc, de psychologie et de sociologie, puis des études de communication, et c'est d'ailleurs dans ce domaine que vous commencez à travailler. Alors, racontez-nous comment vous passez de votre vie professionnelle dans la communication, dans ses débuts, dans la communication, à écrivain. Bien, en fait, je pense que tout est lié. Enfin, c'est en tout cas comme ça que je me le raconte maintenant, mais j'ai toujours été intéressé par l'autre, par les autres. J'ai toujours voulu les comprendre, découvrir ceux qui vivaient à mon époque, et j'ai donc engagé des études de sociologie et de psychologie dans ce sens-là, parce que j'étais très intéressé par l'âme humaine. Et puis, il a fallu, je me suis orienté vers la communication parce que j'avais aussi un besoin je pense, de m'exprimer, de mettre des mots sur des images, sur des émotions, et parce que j'avais envie d'écrire déjà. Donc, c'était un moyen pour moi de satisfaire mon désir d'écrire. Alors, j'écrivais pas de romans, mais j'écrivais des textes pour les entreprises, des discours, voilà, ce genre de choses. Mais toujours avec le désir, un jour, d'écrire un roman. C'est arrivé bien après, mais j'ai toujours eu ce désir. Alors, donc, effectivement, ça arrive avec J'aurais préféré vivre, qui est votre premier roman, donc qui est publié. Donc, c'est là où le public vous découvre. C'est un livre coup de poing, j'ai envie de dire, parce que c'est pas une histoire anodine et simplissime. C'est l'histoire donc de Jérémy qui, le jour de ses 20 ans, décide de se suicider parce qu'il déclare à l'amour de sa vie sa flamme, et elle le rejette, Victoria, donc, elle le rejette, et du coup, il décide malgré donc son attachement à ses parents, malgré son attachement à la religion, malgré tout ce qui pourrait l'interdire de passer à cet acte, de se suicider. Alors, on va voir comment cette tentative de suicide, elle est amenée ensuite par la suite du livre, et comment ce livre était un vrai hymne à la vie, à l'espoir, mais pas du tout de façon niaise, pas du tout. C'est un vrai thriller psychologique, parce qu'à chaque fois, on se dit, bon, d'accord, alors, ok, j'ai compris, et à chaque fois, vous nous surprenez. À chaque fois, on se dit, ah ben non, j'avais pas compris ça. Bon, ok. Donc on retrouve, je trouve dans ce livre, parce qu'après, donc j'ai eu l'occasion d'en lire d'autres de vous, on retrouve votre patte dans ce livre. C'est vraiment votre empreinte depuis le premier livre, avec beaucoup de clins d'œil à votre religion, beaucoup de mystique un peu, et beaucoup enfin voilà, votre rappel à vos connaissances, je pense, en matière de sociologie. Alors dites-nous, qu'est-ce qui vous a fait écrire cette première histoire qui est quand même
pas une histoire anodine du tout. Bien sûr. En fait, j'avais toujours eu le désir d'écrire. J'avais commencé plusieurs romans sans jamais réussir à dépasser la 10e ou la 15e, 20e page. Et puis, j'ai un ami qui s'est suicidé, un ami très proche, qui s'est suicidé sans qu'on comprenne vraiment pourquoi, sans qu'on comprenne comment il avait pu oublier l'amour de ses parents, l'amour de ses amis, et comment il avait pu s'enfermer dans une bulle de douleur et décider un jour de se suicider. Et cet ami aimait beaucoup que je raconte des histoires. Et je me suis dit, si je devais écrire, si j'avais pu lui raconter une histoire qui aurait pu le convaincre de rester avec nous, quelle histoire j'aurais pu lui raconter? Et cette histoire, donc, de J'aurais préféré, m'est venue à l'esprit. Et je l'ai écrite, mais pas pour. Je pensais pas que être publié avec ce roman-là, quoi. Je me suis dit, c'est quelque chose de tellement particulier. C'est vrai que l'histoire est étrange. Je me suis dit, ça ne parlera à personne d'autre que ceux qui ont connu Eric, donc cet ami. Et puis, je voulais savoir si j'étais capable d'aller au bout d'une histoire, au bout d'un roman. J'ai terminé ce roman, et puis je me suis dit, bon, j'étais capable de le faire. Je l'ai diffusé autour de moi, aux amis, à la famille, etc. Et puis, je me suis dit, bon, maintenant, je vais écrire un vrai roman. Et on m'a quand même poussé à écrire, à envoyer celui-ci aux maisons d'édition pendant un an. On m'a dit, il faut absolument l'envoyer. J'ai fini par l'envoyer sans trop y croire. Et là, j'ai 3 maisons d'édition qui m'ont contacté en me disant, votre roman est très spécial, très bizarre, mais on va tenter le coup. Et en fait, cette histoire, elle a parlé à énormément de monde. Puisque Vraiment. c'est tout de suite parti à l'étranger. Elle a été traduite dans plusieurs langues et je me suis rendu compte que le thème du suicide concernait énormément de monde. Je pense que quand je trouve que de plus en plus, c'est un sujet qui touche les gens. On sent, malgré la surcommunication qui existe aujourd'hui, on a vraiment tendance à s'enfermer de plus en plus. Quand on est mal, je pense, on voit les gens se renfermer beaucoup plus sur eux-mêmes, alors que ils font bonne figure devant les réseaux sociaux et pourtant Ouais. il y a un vrai mal-être qui est révélé très souvent. Donc, Tout à fait. je pense que ça va parler encore plus à beaucoup plus de monde. Et il faut trouver un moyen d'aller les chercher dans cette bulle de douleur dans laquelle ils s'enferment, parce qu'en fait, très souvent, ils font tout pour se couper de ceux qu'ils aiment, pour avoir le courage de passer à l'acte. Et bon, moi, c'était trop tard pour mon ami, mais la meilleure récompense que j'ai eue à travers ce roman-là, c'est que j'ai appris par des lecteurs qu'ils avaient renoncé au suicide après avoir lu le roman. Voilà, que Mais c'était une idée qui les hantait et que après avoir lu le roman, ils avaient compris quelle était la valeur de la vie, quelle était la valeur de l'amour pour les parents, pour la famille, pour les proches. Et pour moi, ça a été une récompense fantastique. Thierry, moi, je vais vous parler d'un livre que j'ai récemment lu et j'en suis encore imprégnée. D'ailleurs, les personnages ne me quittent pas encore. Je vais vous parler de Longtemps, j'ai rêvé d'elle. Alors, vraiment, moi, c'est vrai que c'est un roman qui m'a transportée, il m'a touchée. J'ai eu l'impression à plusieurs reprises qu'il s'adressait à moi. Et voilà, c'est une histoire d'amour et en même temps un hymne à l'amour des livres. Alors c'est l'histoire de Jonas, un écrivain qui attend, lui, l'amour absolu, hein, le vrai, l'indispensable, l'évident. Et puis, il y a Lior, une jeune femme, une jeune femme infirmière très empathique, mais aussi une jeune femme désenchantée, déçue par l'amour. Et donc, elle décide d'y renoncer et même de vivre dans une certaine solitude. Et donc, le hasard, il n'y a pas de hasard, comme on dit, il n'y a que des rendez-vous, mais le destin, la correspondance de leur âme fait qu'ils vont se retrouver. Ils vont se retrouver dans une librairie de chez Monsieur Hillel. Alors moi, je peux vous dire, si vous avez son numéro, je voudrais le rencontrer, ce Monsieur Hillel, parce que je l'aime. Et donc, c'est un très beau livre. Difficile de pas trop en parler, parce qu'on veut laisser le téléspectateur s'empresser de l'acheter. Moi, je peux vous dire, j'en ai fait tellement l'éloge, là, récemment, que j'ai 3 de mes amis qui l'ont commandé déjà. Donc, voilà. Et il y a une description très juste des sentiments et de ce que chacun peut attendre et espérer de l'autre. Alors, dans ce livre, il est écrit, c'est vrai, du point de vue
et de Jonas et de Lior. D'ailleurs, c'est souvent un peu votre patte dans vos romans. Ça nous fait rappeler un peu à un scénario de film. Alors, est-ce que les scénarios, écrire des scénarios pour la télévision ou pour le cinéma vous attirent, Thierry? Oui, ça m'aurait beaucoup plu, parce qu'on m'a très souvent dit que mes romans avaient un caractère cinématographique très fort, c'est-à-dire Ah que oui, ben, on quand on s'imagine. les Ouais. lit, Oui, on complètement. imagine les scènes. Complètement. Et j'ai d'ailleurs j'ai 3 romans qui ont failli être adaptés au cinéma. Bon, c'est complexe, l'adaptation cinématographique, et les projets, les droits ont été achetés et puis les projets sont tombés à l'eau Ah, dans les mois qui suivaient. Mais oui, ça m'intéresse parce qu'en fait, moi, ce que j'aime dans l'écriture, c'est créer des images dans l'esprit des lecteurs et créer des émotions mais complètement. et essayer de faire en sorte que avec des mots, je puisse les faire rentrer dans un univers. Et c'est aussi un peu ça le cinéma. Alors c'est peut-être plus explicite au cinéma parce que les images, on voit les personnes vivre et parler de leurs émotions. Oui, mais justement, Euh, c'est entre les mots et l'image. C'est subtil aussi de faire ressentir l'émotion, parce que avec les mots, l'émotion est là, elle est concrète. Mais à l'image, c'est peut-être c'est un autre travail, je veux dire, de subtilité au Je pense que niveau. c'est un autre travail, vous avez raison. Bon, c'est un travail qui m'intéresserait, bien sûr, bon, si on me le proposait. Mais en effet, c'est un autre travail parce que le travail enfin, de l'écriture, c'est comme ça que moi je le perçois. C'est Mhm. si je réussis à ressentir les émotions de ce que je raconte, les lecteurs percevront ces émotions aussi. D'ailleurs, très souvent, on me dit vous voyez, à tel moment de l'histoire, j'ai pleuré. Ah oui, Et ah ouais. moi, je réponds souvent, mais moi, j'ai pleuré en l'écrivant. Ouais, bah, Pourtant, c'est moi qui ai créé l'histoire, mais ouais, ouais, j'étais tellement dedans, j'étais tellement imprégné par bien sûr. cette histoire, par les personnages, que parfois je me retrouve à pleurer, à me dire, mais t'es ridicule, tu es en train de créer une histoire et tu pleures alors que Mais l'histoire. parce que vos Mais personnages, ils vous surprennent aussi. Finalement, quand vous exactement, parce les que écrivez, il vous arrive, enfin, je vois ce que vous voulez dire. Quand on écrit, ouais, on ne sait pas parfois où on va. Et le personnage lui-même nous surprend. C'est très. exactement, c'est ça. Et en fait, enfin, je pense qu'un roman est réussi quand on a l'impression que les personnages existent vraiment Tout à et fait. que l'on se situe au cœur de l'histoire. Sinon, bon, ça peut être joli, ça peut être de la belle littérature, mais on ne crée pas d'émotion. Mhm. Et moi, ce qui m'intéresse à travers mes romans, c'est créer de l'émotion. C'est-à-dire que le lecteur n'en sorte pas indemne Ah, et qu'il soit amené à y repenser, à être hanté par les complètement. personnages, Ah, par moi, ouais. l'histoire, à y repenser de temps en temps. Moi, je suis encore avec Jonas, Lior, Monsieur Hillel. Monsieur Hillel, moi, j'ai un petit coup de cœur pour lui. Pour tout le monde, pour tous les personnages. Hein, c'est une histoire d'amitié aussi. Enfin, vraiment très, très beau livre. Vraiment. Merci Voilà, beaucoup. alors je sais pas, on parle de roman lumière dans ce livre, on va pas trop Ouais, en parler, mais peut-être le ouais, mien. Alors Thierry, je voulais aussi qu'on revienne sur votre livre Avant la haine, parce que je ouais. pense que ça aussi c'est un livre qui me paraît important dans votre bibliographie. Donc c'est l'histoire donc de Raphaël et Mounir, deux Marocains qui arrivent en France, l'un juif, l'autre musulman. Et donc les deux arrivent avec l'envie de devenir français, la même volonté, les mêmes difficultés, etc., les mêmes enjeux. Et on va voir comment l'un et l'autre vont grandir, chacun avec finalement au départ ce qui va les rassembler et puis ensuite ce qui va risquer de les éloigner. Je voulais Ouais. savoir, est-ce que vous avez eu un Mounir? Est-ce que Raphaël, c'est un petit peu vous? Est-ce que ce livre, c'était un avertissement pour prévenir les générations à venir ou les générations actuelles, parce que aujourd'hui c'est un peu ce qui se passe malheureusement, ou c'était juste une constatation de la dégradation de la situation que vous aviez connue quand vous étiez enfant? Alors, pour répondre à votre question, je dirais que ça a été pour moi roman le plus difficile à écrire parce qu'en effet, Raphaël, c'est
ce que je raconte sur Raphaël, c'est 80% de mon histoire, d'accord, de mon parcours. Et, euh, et donc, c'était très difficile parce que je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus facile de créer des univers, de raconter des histoires plutôt que de parler de soi, de se raconter. Donc, ce roman, je l'ai écrit en parallèle des autres romans que j'écrivais et j'ai mis 10 ans pour Ah le oui. terminer. Voilà, je le reprenais de temps en temps, puis et puis ça devenait difficile et je le déposais. Alors, Raphaël, je vous disais, c'est en grande partie moi. Mounir n'existe pas en tant que tel, c'est-à-dire que j'ai pas eu un ami que j'ai suivi comme ça sur 50 ans, parce que voilà, l'histoire, elle traverse à peu près une 50 ans. période de 50 ans. Mais j'y ai rassemblé tout ce que mes amis musulmans me racontaient, parce que ce roman, il vient d'une question que je me suis longtemps posée, c'est que, en effet, quand je suis arrivé, quand j'ai grandi en France, mes amis les plus proches étaient des musulmans. Pourquoi? Parce qu'on avait beaucoup de choses en commun. On avait une culture en commune, on avait une cuisine en commune, on avait des odeurs, Tout à fait. Oui. des odeurs d'épices, on avait un langage commun. Et on avait cette volonté D'en sortir. de s'intégrer, de devenir français avec toutes les difficultés que cela représentait. Et puis, je me suis rendu compte enfin, plus je grandissais, plus en fait les deux mondes se séparaient à partir de ce qui se passait en Israël, à partir de la guerre du Liban. J'ai ressenti comme un début d'inimitié avec les musulmans que je connaissais. Et puis, cette inimitié est partie, enfin, s'est aggravée. Et puis, il y a eu de plus en plus de distance jusqu'au moment où il n'y avait plus de relation du tout. Et je me suis rendu compte que les jeunes générations ne connaissent pas du tout ça, c'est-à-dire que les jeunes juifs en France n'ont pas grandi avec très souvent ne grandissent pas avec des musulmans, parce qu'on n'habite plus les mêmes quartiers, parce qu'on est moins amené à se rencontrer, parce que les juifs, du fait de l'antisémitisme, vont dans des écoles privées, des écoles juives ou autres écoles privées, et que en fait les musulmans d'aujourd'hui ne savent pas ce qu'est un juif et les juifs ne savent pas ce qu'est un musulman. Et qu'est-ce que l'on fait dans ces cas-là? On essaye de percevoir l'autre à travers des stéréotypes, à travers des caricatures. Et puis les caricatures, forcément, elles sont violentes et elles opposent. Et Tout à fait. c'était ça le sujet et la volonté que j'avais en écrivant ce roman. Et cette volonté, c'est pour ça que vous avez créé l'association Noël Ensemble. C'était pour créer un lien avec des musulmans sur une. Enfin, je vais brièvement expliquer ce que c'est. Noël Ensemble, c'est une association, je crois, que vous avez créée avec votre frère pour le soir donc, du réveillon de Noël, ne pas laisser les personnes qui fêtent Noël et qui sont seules. Et il me semble donc que c'était un projet commun avec donc juifs et musulmans qui, eux, ne fêtent pas Noël et qui, ce soir-là, n'ont rien de spécial à faire pour pouvoir organiser un réveillon pour les personnes seules. C'est ça, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. C'est parti de deux volontés. La première volonté, c'était que je voulais absolument impliquer mes fils. J'ai 4 fils. Je voulais absolument les impliquer dans une association caritative, quelque chose, quelque chose dans lequel ils allaient dans laquelle ils allaient pouvoir donner d'eux-mêmes sans rien attendre en retour. Et on cherchait des idées. Et puis un soir, c'était à une période où il y avait beaucoup de guerres de religion, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'inimitié entre les différentes communautés. Il y avait des attentats, voilà, il y avait beaucoup de débats débats là-dessus. Et un soir de Noël, bon, bien sûr, nous, on ne fête pas Noël, on regardait la télévision, puis on a vu une personne âgée qui pleurait, qui disait, moi, avant Noël, j'étais heureuse, et aujourd'hui, enfin, depuis plusieurs années, je passe Noël toute seule chez moi. Et on avait tous la gorge serrée, on s'est dit, mais voilà, en fait, ce qu'on va faire, c'est que nous, le soir de Noël, on ne fait On est rien. libre. Ben, nous et les musulmans, et puis les personnes athées, ne font Tout à rien. fait. Donc, on va essayer de réunir des personnes simplement sur ce sentiment-là, cette émotion de vouloir apporter un peu de bonheur à des personnes qui sont seules. Et puis, ça a très bien pris. La première année, on avait 40 invités, et puis ensuite 100, 150, 200, 250 invités. Ouais. Et aujourd'hui, c'est une association qui a été mise
qui a été mise un petit peu en suspens à cause du Covid. Covid, mais voilà, qui permet en tout cas de réunir des juifs, des musulmans, des personnes athées pour donner un peu de bonheur à des chrétiens qui veulent fêter, à des catholiques qui veulent fêter Noël, mais qui n'ont pas cette possibilité. Merveilleux. Vous Bravo. avez donc réussi quand même à vous rassembler comme ça un peu toutes les religions au sein de votre association. Alors, c'est pas évident. Oui. Mais bravo. Bravo Thierry. Alors moi, on va revenir Thierry à un sujet un peu plus léger, quoique, hein, parce que voilà, avec un autre livre qu'on voulait conseiller à nos téléspectateurs. Et puis, au pire, on s'aimera. Alors, c'est l'histoire d'Alice, qui est une femme de 33 ans, qui n'a pas grand-chose pour être heureuse, Alice, et qui soudainement, elle va se surprendre à croire au bonheur, hein, à croire au bonheur, alors que rien ne l'y prédisposait. Alors, on pense qu'on va lire une histoire d'amour à l'eau de rose, mais eh bien non, pas du tout. On est très surpris par ce livre. C'est un roman très surprenant, très juste, malheureusement, dans l'analyse que vous faites de la société et de sa dérive. Alors moi, c'est vrai qu'il y a toujours des personnages attachants. J'ai adoré le personnage de Sandrine. On aimerait tous avoir une copine comme ça. Elle a des expressions très drôles, très sympathiques, vraiment très agréables. Et c'est une fan absolue de Marc Lévy dans ce livre. Alors nous, d'ailleurs, on en revient à ça. On vous a souvent comparé à Marc Lévy, à Guillaume Musso. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Thierry? Ça vous agace? Ça vous amuse? Qu'est-ce que vous répondez à ça quand on vous compare? Non, enfin, ça ne m'agace pas. En fait, je crois que Guillaume Musso, moi-même et beaucoup d'autres romanciers avons eu la chance d'accéder à l'édition parce qu'il y avait eu Marc Lévy. C'est-à-dire que Marc Lévy a ouvert la voie en se présentant avec un profil complètement atypique dans le milieu littéraire et en proposant un roman qui a eu un succès incroyable. Vrai. Et là, les éditeurs se sont dit, ah ben tiens, on peut donc avoir des auteurs qui ne seront pas issus du sérail littéraire, et on peut peut-être aller vers des personnes qui ont des parcours complètement différents et mais qui ont la capacité de raconter des histoires. Et à partir de Marc Lévy, on a vu arriver un grand nombre d'auteurs qui sont des auteurs grand public, mais qui ne viennent pas du tout qui avaient un autre métier. Marc Lévy avait un autre métier. Guillaume Musso était enseignant. Moi, j'étais dans la communication. Enfin, il y a énormément d'auteurs qui viennent d'autres milieux, mais qui savaient raconter des histoires, qui avaient envie de raconter des histoires, qui savaient le faire et qui apportaient une proximité avec le grand public, d'accord, qui apportait quelque chose de plus frais peut-être et de plus grand public, de plus populaire, quoi, dans le bon sens du terme. Et donc, moi, je suis reconnaissant à Marc Lévy d'avoir existé et puis d'avoir ouvert la voie. Alors Thierry, évidemment, on ne va pas vous laisser repartir sans parler de votre dernier livre, Rien ne nous séparera, hein, une histoire bouleversante qui est celle de Sarah et Jacob, qui sont deux paysans dans les années 60 au Maroc, de confession juive, qui ont quelques difficultés financières qui ont des difficultés financières et qui naïvement vont confier leurs enfants à une association temporairement, le temps de sortir un peu la tête hors de l'eau et de pouvoir enfin joindre les deux bouts. Alors, je voudrais juste, avant qu'on en parle, vous dire que on m'a demandé de vous dire ça. Et c'est vrai, il y a une dédicace dans la première page et à toutes les mères et tous les pères dont les enfants ont disparu. Je voulais vous dire que quand on commence ce livre juste avec cette dédicace, on est déjà dans un état d'esprit où on est fébrile, j'ai envie de vous dire, et on
on n'arrive pas, quand on a commencé ce livre, à s'arrêter. Ça veut dire que je n'ai pas dormi pour pouvoir finir, parce que je voulais savoir. C'est pas un livre qu'on referme en se disant bon, allez, il faut aller faire à manger, on verra ce qui se passera plus tard pour Sarah et Jacob. Pas du tout, c'est impossible. C'est vraiment une histoire incroyable. Qui a dû demander un gros travail d'investissement, je pense, parce que on sent que on est sur 3 continents, enfin dans 3 pays différents, sur 3 continents aussi différents d'ailleurs. Combien de temps ça vous a pris pour écrire ce livre? Vous avez enquêté? Vous avez comment on écrit une histoire pareille? En fait, l'histoire, elles arrivent toujours, enfin plutôt de manière intérieure, c'est-à-dire que c'est une émotion, c'est quelque chose qui nous a fait réagir, et puis on commence à y penser, ça mûrit, et on crée une histoire. Là, c'est complètement différent. C'est un ami qui m'a parlé de ce qui était arrivé à un ami à lui, qui est israélien d'ailleurs, et cet ami enfin, a toujours su que lui et sa sœur avaient été adoptés. Et on lui avait dit que ses parents étaient méchants, étaient tortionnaires, enfin les torturaient, les affamaient, etc. Et donc il a grandi avec cette idée-là. Et puis il y a une journaliste israélienne qui est arrivée et qui lui a dit, et qui est venue leur révéler la vérité. Elle leur a dit qu'en fait, ce n'était pas vrai, ils avaient été kidnappés à leurs parents, puis en effet affamés et torturés pour pouvoir être présentés aux autorités, de manière à ce que les parents soient destitués de leurs droits parentaux, et ensuite vendus à une famille. Et apparemment, ils n'étaient pas les seuls. Il y a plusieurs enfants qui ont subi le même sort. Et j'ai rapproché. Alors, quand il m'a raconté ça, j'ai trouvé ça fou. Je me suis dit, mais c'est peut-être même pas racontable à travers un roman. Et puis, j'ai commencé à faire des recherches. J'avais déjà entendu parler des enfants yéménites en Israël. Hein. C'est un sujet qui revient quasiment tous les ans ou tous les 2 ans dans l'actualité. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, le vol d'enfants à des familles pauvres pour les revendre à des familles riches existait dans le monde entier, dans de très nombreux pays. Et à partir de là, je suis parti d'un mélange entre plusieurs histoires en plus. Et j'ai créé l'histoire de Jacob et Sarah, mais en étant très affecté, c'était très difficile, parce que quand je décrivais les sentiments et les émotions, je me disais, mais bon sang, mais il y a des mères et des pères qui ont vécu ça, quoi. Et c'était horrible. Et surtout quand on a des enfants. Bah oui, j'imagine. Voilà. Et je sais que tous les lecteurs, toutes les lectrices m'ont dit c'était horrible parce que c'était difficile parce que je pensais à mes enfants. Et je me disais, si c'était arrivé à mon fils, si c'était arrivé à ma fille. Et moi, j'ai été porté par ces émotions-là pendant toute l'écriture. Et je me suis éloigné de la réalité de l'histoire que m'avait racontée cet ami, qui est d'ailleurs passé à la télévision israélienne. Et puis, je m'en suis éloigné pour créer ma propre histoire, mais tout en sachant que ce que je racontais avait existé dans beaucoup de parties du monde. Je voulais aussi, évidemment, on ne peut pas parler de ce livre sans parler de la polémique qu'il y a eu autour de votre action, de votre protestation avec votre maison d'édition, puisque vous avez brûlé un exemplaire de votre livre pour protester du manque d'investissement et de publicité qu'il y a eu donc autour de sa parution. Alors, est-ce que déjà, première question, ça a porté ses fruits? Est-ce que vous n'avez pas eu peur de choquer en brûlant un livre? Parce que quand même, c'est dur. C'était très surtout pour un juif. Enfin voilà. Oui. Un juif, ça rappelle les heures sombres du nazisme, c'est sûr. Mais disons que je n'arrivais pas à être entendu. Je n'arrivais pas à être entendu, et je me suis dit bon, mais je vais prendre la parole, et puis peut-être que je vais attirer l'attention de ma maison d'édition et que l'on va pouvoir enfin discuter. Et puis c'était pas, enfin, je trouvais pas de moyens. Et en effet, j'ai eu cette idée-là. Et autour de moi, on m'a dit non, ne le fais pas. C'est un symbole qui est il y a une dimension symbolique qui est terrible. Et j'ai même pensé faire un faux livre pour le brûler, tellement ça me hantait. Et puis à un moment, je me suis dit non,
il faut y aller. Voilà, je ne suis pas un nazi, on ne va pas pouvoir m'assimiler à ça. Non. Et je voulais juste attirer l'attention de ma maison d'édition. Et puis en fin de compte, ça a pris une ampleur incroyable. Il y a eu 100 000 vues de cette vidéo. Ah oui. Ah oui. Ça a eu un effet, c'est que oui, j'ai pu discuter et on a pu essayer de rattraper un petit peu le retard pris. Et encore, c'était déjà un peu tard. C'était déjà trop tard. Mais voilà, c'était un coup de gueule, quoi. Voilà, je suis quelqu'un de très gentil, de Patient, mais bienveillant, mais bon, après, il y a un moment, je pense, où il faut pas, voilà, il faut pas aller trop loin non plus dans le non-respect Tout à fait. des personnes, quoi. Donc, c'était motivé par ça. Thierry, moi, je vais vous poser la question qu'on pose à tous nos invités. Est-ce qu'il y a un nouveau livre qui se peaufine? Est-ce qu'il y a déjà une nouvelle histoire qui va arriver? Est-ce que vous êtes en train de travailler sur un prochain roman? On peut Oui, bien sûr. Enfin, de toute façon, je suis toujours en train d'écrire. C'est-à-dire que je ne peux pas m'arrêter. Pour moi, c'est essentiel. Alors, des fois, je m'arrête entre deux romans. Je vais arrêter 3 semaines, un mois, mais après, je ressens tout de suite le désir Mais de quoi, recommencer. vous avez toujours des idées qui fusent? Parce que moi, je suis toujours admiratrice des écrivains. Moi, j'aime écrire. J'écris comme ça un petit peu. Je m'essaye des petites nouvelles. Bon, on parle pas de moi, mais je veux dire, parfois, comment les idées, elles arrivent? Moi, je suis fan de tous les auteurs parce que je suis admirative de cette imagination, je sais pas, voilà. Ben, écoutez, moi j'ai une technique. Alors, à moi, mon ancien éditeur me disait que c'était assez particulier. C'est que je pense que j'ai trop d'idées. Ah, Donc faut je canaliser. commence toujours. Alors, par contre, je ne sais pas les évaluer. Donc, qu'est-ce que je fais? Je commence à écrire, d'accord, sur une idée. Et puis, j'en ai une deuxième, donc je commence aussi à écrire. Et puis, des fois, j'en ai deux, trois comme ça que je commence. Et j'attends de voir quels sont les personnages ou quelle est l'histoire qui va venir me chercher et me dire, OK, vas-y, continue celle-là. Donc, Ouais. très souvent, je commence, je fais 5, 10, 15 pages et puis je laisse tomber. Et puis, à un moment, il y a toujours une histoire ou des personnages qui viennent me chercher Qui et va vous qui me disent, attraper. voilà, là, tu es sur la bonne histoire et là, je ne peux plus m'arrêter d'écrire. Donc, c'est pas tant un problème de manque d'idées que comme je le disais tout à l'heure, de recherche d'émotion. C'est-à-dire qu'il faut que je sois ému par mes personnages. Et parfois, ça colle pas. Parfois, je démarre des histoires et puis, voilà, mais au bout d'un certain temps, mes personnages m'indiffèrent un peu et je laisse tomber et puis je commence autre chose. Donc, Et là, vous avez bien avancé sur un prochain ou non, vous êtes encore en tâté je encore? suis encore sur cette phase D'accord, de. d'écrire un peu. Ouais, bah, très bien. On a Bon. hâte en tout cas. Ben Le prochain. écoutez, Thierry, merci en tout cas de nous avoir accordé cette interview. Merci de vous être un petit peu dévoilé parce que je sais que je ne crois pas que c'est quelque chose que vous faites souvent. Donc merci beaucoup. Je voulais donc reconseiller à tous nos téléspectateurs, bien entendu, l'ensemble des livres qu'on a présentés ce soir, mais aussi tous les autres qu'on n'a pas eu le temps de présenter, comme Si un jour la vie t'arrache à moi. Enfin, il y en a beaucoup d'autres. Donc voilà, je sais que vous êtes aussi attaché à Israël. Donc la prochaine fois que vous venez, on serait ravis de vous accueillir sur le plateau directement pour nous parler peut-être de votre prochain livre qui aura enfin trouvé ses émotions. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à beaucoup vous. Thierry, merci. Merci à vous deux. Merci beaucoup, Au Tandem revoir. TV. Au revoir. Je vous dis à très vite pour un prochain coup de cœur littéraire. À bientôt. Salut, au revoir. Au revoir Isabelle. Au revoir.